Ma mère a dit à mon fils de bien étudier, sinon il finirait comme moi. Pendant des années, j'avais enduré ces remarques blessantes. Mais quand elle a mêlé mon fils à tout ça, j'ai fini par craquer. Des mois plus tard, elle disait encore que je réagissais de manière excessive. Je ne sais pas quel genre d'homme ma mère pensait que j'allais devenir. Mais je suis sûr que ce n'est pas celui qu'elle aime voir aujourd'hui. J'ai 37 ans et j'ai passé la majeure partie de la dernière décennie à essayer de préserver la paix entre ma mère et ma petite famille. Ma femme Émilie et notre fils Arthur. Je me suis toujours dit qu'elle avait de bonnes intentions. Même quand elle lançait des piques, je me disais que c'était juste sa façon d'être. Toute cette génération a la langue bien pendue, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais l'habitude de dire. C'est ce que je voulais croire. Mais ce qui s'est passé à la fête du 10e anniversaire d'Arthur fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le moment où quelque chose en moi s'est finalement mis en place. En grandissant, ma mère était le genre de femme qui voyait chaque conversation comme un champ de bataille et chaque compliment comme une négociation. Elle ne faisait pas de louanges à moins que cela ne lui coûte rien. Et même alors, elle y glissait une remarque blessante déguisée. Si j'avais un B, elle demandait pourquoi ce n'était pas un A. Si j'avais un A, elle disait, eh bien, il était temps. Mon père est décédé quand j'étais au lycée. Crise cardiaque soudaine. Parti avant même l'arrivée de l'ambulance. Après cela, elle s'est acharnée à tout contrôler, et j'étais le fils obéissant. Je suivais les règles. Je ne me rebellais pas. Je restais proche, je l'aidais à faire les courses, je suis même retourné vivre avec elle pendant un moment après l'université quand elle avait besoin d'aide à la maison. Mais en vieillissant, j'ai commencé à voir à quel point je lui avais laissé dicter ma vie. Elle n'a jamais approuvé Émilie, la traitant d'autoritaire juste parce qu'elle s'exprimait pour se défendre. Elle m'a dit un jour, le plus sérieusement du monde, qu'épouser Émilie était la deuxième pire décision que j'ai jamais prise. La première étant de ne pas faire d'études de droit. Je travaille dans le bâtiment. Je dirige une petite entreprise de rénovation qui nous permet d'avoir un toit et de la nourriture sur la table depuis des années. Mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Nous l'avons tenue à distance une fois qu'Arthur est né. Pas complètement. Je ressentais toujours ce sentiment d'obligation tenace, cette culpabilité qu'elle avait d'une manière ou d'une autre ancrée en moi. Je ne voulais pas priver mon fils d'une grand-mère, mais nous ne le laissions jamais seul avec elle. Il y avait juste quelque chose d'inconfortable. Chaque visite se terminait par un commentaire qui restait en suspens. Il est difficile avec la nourriture, tout comme son père l'était. Il m'a toujours donné du fil à retordre. Ou bien, espérons qu'il ait l'intelligence d'Émilie, et non ton entêtement. Je n'y prêtais pas attention. Émilie, si. Elle a commencé à prendre de plus en plus ses distances. Je le voyais. La façon dont elle se tendait avant chaque repas de famille, comment elle restait silencieuse sur le chemin du retour en voiture. Un soir, elle m'a demandé, pourquoi continues-tu à la laisser te traiter comme ça? Et je n'avais pas de réponse logique. Je crois qu'une partie de moi voulait juste que ma mère m'apprécie. Qu'elle dise enfin, sans réserve, qu'elle était fière de moi. Nous avons décidé d'organiser la fête d'anniversaire d'Arthur au parc municipal cette année. Il adore l'aire de jeu là-bas. Il y a cette grande structure de bateaux en bois que lui et ses amis appellent la zone des pirates. Nous avons loué l'espace de pique-nique, apporté des ballons, des collations, des pizzas, et même une de ces tables pliantes recouvertes de nappes de super-héros. Émilie a fait des folies pour le gâteau, 3 étages, décoré à la main avec des personnages de super-héros. Parce que Arthur est dans cette phase où chaque phrase commence par « Savais-tu que l'homme araignée ?» C'était une bonne journée, une après-midi chaude et ensoleillée, pleine de rires, de doigts collants et de briques de jus de fruits. Pour une fois, je pensais que nous avions vraiment réussi à organiser un rassemblement paisible. Ma mère est arrivée en retard, sans surprise, portant un immense chapeau de soleil comme si elle faisait son entrée sur un tapis rouge. Elle a embrassé Arthur sur la joue, lui a tendu une carte cadeau dans une enveloppe, pas de carte de vœux, juste une enveloppe, et a jeté à Émilie l'un de ses fameux regards de la tête aux pieds. Puis elle s'est tournée vers moi, a souri et a dit, « Eh bien, on dirait que tu n'as pas trop gâché ça. » J'ai ri pour dissiper le malaise. Arthur n'a même pas remarqué. Il était à mi-chemin du toboggan. Et pendant l'heure qui a suivi, les choses se sont bien passées. Les enfants jouaient. Les adultes discutaient. Émilie et moi faisions équipe pour le nettoyage et le service du gâteau. Et puis,
juste au moment où Arthur s'est assis pour ouvrir ses cadeaux, c'est arrivé. Elle s'est penchée juste à côté de lui, a posé doucement sa main sur son épaule comme si elle s'apprêtait à lui murmurer quelque chose de gentil et a dit assez fort pour que moi et plusieurs autres puissions l'entendre, « Étudie bien, mon chéri. Ne finis pas comme ton père. » Juste comme ça. Sans hésitation, sans clin d'œil, sans rire. Tout à fait sérieuse. Je me suis figé. Je ne tenais même rien, mais je jure que mes mains se sont engourdies. Arthur avait l'air confus. Il a froncé les sourcils et m'a regardé comme s'il n'était pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Émilie a fait tomber l'assiette en carton qu'elle tenait. Mon cousin Luc, qui se tenait à proximité, a toussé maladroitement et a détourné le regard. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu, mais je savais que non. Ma mère restait juste là à tapoter le dos d'Arthur comme si elle avait dit quelque chose d'adorable, comme si elle était la grand-mère aimante transmettant sa sagesse, comme si elle ne venait pas de m'attaquer devant mon fils de 10 ans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement approché calmement, j'ai pris la main d'Arthur et j'ai dit, « Eh, mon grand. On s'en va. » Il avait l'air perplexe, mais n'a pas résisté. Émilie emballait déjà le reste des cadeaux. Je me suis tourné vers les invités et j'ai dit, « Merci d'être venus, tout le monde. Nous écourtons la fête. » Ma mère a cligné des yeux, surprise. « Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu ne vas pas parler à mon fils comme ça, et tu ne vas pas le revoir. Pas si c'est le genre de poison que tu apportes dans sa vie. » Elle a ri. Elle a vraiment ri. Oh, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. Guillaume, voyons. Mais je m'éloignais déjà. Et ce fut le dernier moment où elle vit son petit-fils. Du moins pour l'instant. Cela fait 2 semaines. Elle a appelé tous les jours depuis, parfois 2 fois. Elle a laissé des messages vocaux, certains pour s'excuser, la plupart sur la défensive. « Tu réagis de manière excessive, dit-elle. » Je plaisantais. Tu prives Arthur d'une grand-mère pour un seul commentaire. Mais ce n'était pas juste un commentaire. Ça ne l'est jamais. C'est un schéma, un goutte à goutte lent et constant de mépris déguisé en inquiétude. Et j'en ai fini. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Mais maintenant, elle va plus loin. Elle a contacté ma tante Martine, mon cousin Luc, et a même essayé d'envoyer un message directement à Émilie. Et j'ai le pressentiment que ce n'est pas fini. Loin de là. Le problème avec les personnes comme ma mère, c'est qu'elles n'acceptent pas un non comme réponse. Non pas parce qu'elles ne le peuvent pas, mais parce qu'elles croient avoir droit à un oui. Et quand on leur dit non, quand on établit une limite qu'elles n'approuvent pas, elles ne prennent pas le temps de se remettre en question. Elles ripostent. Les appels n'ont pas cessé. Les textos non plus. Elle a commencé à laisser de longs messages vocaux qui ressemblaient à des monologues de vieux feuilletons. « Guillaume, je suis ta mère, disait-elle. Tu ne me coupes pas les ponts comme à une étrangère dans un magasin. Je t'ai élevé. » Ensuite, il y a eu les tentatives de culpabilisation teintées de ton religieux dont elle ne s'était jamais souciée quand je grandissais. Dieu commande le pardon, ou, la Bible dit, honore tes parents. C'était comme si elle avait un scénario prêt pour chaque excuse, mais je suis resté silencieux. Émilie, cependant, ne l'était pas. Environ une semaine après la fête, elle a répondu à l'un des appels. Je ne l'ai su qu'au moment où j'ai entendu sa voix dans le salon. Sans crier, mais ferme, une main de fer dans un gant de velours. « Non, ce n'est pas vous qui décidez quand vous avez franchi les limites, a-t-elle dit. Vous avez humilié mon mari devant notre fils. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la cruauté. Vous n'aurez pas accès à Arthur à moins d'apprendre à respecter les personnes qui l'élèvent. » Je me tenais dans le couloir avec le linge d'Arthur et j'écoutais. Émilie n'a pas élevé la voix une seule fois, mais il y avait une puissance dans ces mots que je crois n'avoir moi-même jamais pleinement appréciée. Ma femme avait passé des années à absorber les affronts, les piques, la tension. Et maintenant, elle en avait fini de porter le poids de ma loyauté envers une femme qui ne nous avait jamais accordé une once de la sienne. Quand elle a raccroché, je n'ai rien dit. J'ai juste posé le linge, je me suis approché et je l'ai serré dans mes bras. Nous n'avions pas besoin d'en parler. Nous étions sur la même longueur d'onde. Pendant un instant, j'ai cru que c'était tout.
Que ma mère comprendrait enfin le message et nous laisserait de l'espace. Que peut-être, juste peut-être, elle réfléchirait à son comportement et nous contacterait de manière sincère. De vraies excuses, pas une réplique répétée. J'ai même rêvé éveillé qu'elle apparaissait à notre porte avec une lettre manuscrite et les larmes aux yeux. Mais elle n'est pas comme ça. Au lieu de cela, elle a persisté. Elle a employé les grands moyens. Ça a commencé doucement, par une publication Facebook passif-agressif. Certaines personnes oublient qui a changé leur couche, assez vague pour lui donner la possibilité de nier de façon plausible. Mais ensuite sont venues les publications plus directes, partageant de vieilles photos d'Arthur avec des légendes comme « tant de souvenirs avant que je ne devienne toxique ». Des amis et des parents éloignés ont commenté des choses comme « tu es une si bonne grand-mère ». Et, les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. Certains m'ont même envoyé des messages privés pour me demander ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Puis elle a commencé à utiliser d'autres personnes pour nous atteindre. Ma tante Martine a appelé un soir, sa voix déjà exaspérée avant même que je puisse dire bonjour. « Guillaume, s'il te plaît, parle à ta mère », a-t-elle soupiré. Elle a appelé tout le monde. Elle a le cœur brisé. Elle n'a pas le cœur brisé, ai-je dit froidement. Elle est coincée. C'est différent. Martine est restée silencieuse une seconde. Elle a fait une erreur, un commentaire. Tu vas tenir Arthur éloigné pour une blague. Ce n'était pas une blague, ai-je répondu. Et ce n'était pas la première. C'était juste la dernière. Après ça, Martine n'a plus rappelé. La tension s'est propagée. Mon cousin Luc, celui qui avait entendu le commentaire lors de la fête, m'a envoyé un texto pour me dire, pour ce que ça vaut, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Tu n'as pas eu tort de partir. Ça signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Mais ensuite est venue la véritable trahison. C'était le samedi suivant, un de ces week-ends pluvieux et lents où nous étions tous en train de traîner dans la maison en pyjama. Arthur construisait un jeu de construction dans le salon pendant que Émilie et moi trions les factures sur la table de la salle à manger. La sonnette a retenti et nous sommes tous les deux figés. Plus grand monde ne venait à l'improviste désormais. Émilie a jeté un coup d'œil par la fenêtre et m'a lancé un regard. Le genre de regard qui dit « ça ne va pas te plaire ». C'était ma mère debout sur le perron, trempée jusqu'aux os sous un parapluie dégoulinant, tenant un sac cadeau et affichant ce regard calculé de tristesse inquiète. « Je m'en occupe », ai-je dit. Je suis sorti, refermant la porte derrière moi. La pluie était froide et implacable, et elle semblait plus petite que d'habitude sous son poids, mais je ne me suis pas laissé influencer. « Tu dois partir », ai-je dit doucement. « Guillaume, s'il te plaît », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je veux juste le voir. » Je lui ai apporté quelque chose. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un petit jeu qu'il aime. Il n'a pas besoin de cadeau. Il a besoin de paix, et il l'a maintenant. Elle a fait un pas de plus. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé si c'est mal sorti. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de le motiver. Non, ai-je répondu. Tu essayais de m'insulter devant lui. Tu voulais t'assurer que ton opinion sur moi était celle dont il se souviendrait ce jour-là. Elle a cligné des yeux rapidement, puis a fourré le sac cadeau dans mes mains. Je t'ai élevé. Je sais ce qui est bon pour toi. Tu m'as élevé, ai-je dit en la coupant. Et je répare encore une partie des dégâts. Je ne te laisserai pas recommencer avec lui. Je lui ai rendu le cadeau et je suis rentré à l'intérieur. Elle est restée là un moment, stupéfaite, puis s'est retournée lentement et s'est éloignée. J'aurais aimé que ce soit la fin. Mais ce qui a suivi? C'est à ce moment-là que la ligne a franchi la manipulation émotionnelle pour devenir tout autre chose. Lundi matin, Arthur ne s'est pas présenté à l'école élémentaire parce que quelqu'un a appelé l'établissement en se faisant passer pour Émilie et a dit qu'il serait absent toute la semaine pour une urgence familiale. Le secrétariat nous a appelés pour confirmer. Ils étaient confus. Émilie était furieuse. Qui ferait ça, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Je n'avais même pas besoin de deviner. Ce soir-là, j'ai vérifié les images de sécurité de la caméra de notre porte d'entrée datant du début de la semaine. Effectivement, elle était là. Ma mère essayant de déposer un paquet tard dans la nuit, rôdant près de la porte comme si elle avait peur d'être vue. À l'intérieur du paquet, une lettre adressée à Arthur.
Elle disait, ne crois pas tout ce que tes parents disent. Grand-mère t'aimera toujours, peu importe les mensonges qu'ils te racontent sur moi. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. C'était le point de rupture. Il ne s'agissait plus seulement de moi désormais. Elle essayait activement de s'immiscer entre nous et notre fils, nous sapant en tant que parents, le rendant confus, transformant son besoin de contrôle en une véritable campagne. Et quelque chose en moi, cette petite voix silencieuse qui lui avait toujours trouvé des excuses, qui murmurait toujours, elle a de bonnes intentions, sais-tu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible après ça. Ni pour elle, ni pour nous. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais anticipé, c'était que je m'étais préparé à ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Et si elle pensait que j'étais le même fils obéissant qu'elle avait l'habitude de réduire au silence, elle allait découvrir à quel point j'avais changé. Le jour où nous avons lu la lettre qu'elle a écrite à Arthur, quelque chose a basculé dans notre maison. Émilie se tenait devant l'évier de la cuisine, serrant le papier comme s'il l'avait insultée personnellement. Et je suppose que d'une certaine manière, c'était le cas. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de cette sorte de rage sourde que seule une mère protégeant son enfant peut porter. J'étais assis à la table à manger, fixant la lettre. Les mots s'étaient gravés dans mon cerveau. Je n'arrêtais pas de repasser cette unique phrase. Ne crois pas tout ce que tes parents disent. C'était un poignard, planté délibérément. Je me sentais malade, physiquement nauséeux, non seulement à cause de ce qu'elle avait écrit, mais à cause de ce que cela signifiait. Elle avait franchi une limite que je n'aurais jamais cru qu'elle oserait approcher. J'avais passé ma vie à me dire qu'elle était juste difficile, juste démodée, juste directe. Mais la vérité était plus laide. Ma mère n'était pas rien de tout cela. Elle était manipulatrice, calculatrice, et maintenant elle prenait mon fils pour cible. Émilie a dit que nous devions tracer une frontière stricte, pas une suggestion, pas une pause, un mur, solide, permanent. Il ne s'agit plus de nous maintenant, a-t-elle dit. Il s'agit de protéger Arthur. Et elle avait raison. Mais cela ne rendait pas les choses faciles. Les jours suivants furent un flou de tension. Arthur ne connaissait pas toute l'étendue de ce qui s'était passé, mais il avait perçu l'atmosphère. Il a commencé à poser des questions à voix basse comme « Est-ce que grand-mère s'est fâchée contre moi ? Et est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Nous l'avons rassuré, lui avons dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il était en sécurité, que parfois les adultes font des choix qui ne sont pas sains, et c'est pourquoi nous devons faire des changements. Mais expliquer cette situation à un enfant de 10 ans sans nourrir en lui d'amertume, c'était un exercice d'équilibriste que je n'étais pas sûr de maîtriser. Et puis la culpabilité est arrivée, non pas d'Émilie, non pas d'Arthur, mais de moi. Elle m'a frappé de plein fouet à la poitrine, comme un poids dont j'ignorais la présence. Il est finalement tombé et a brisé quelque chose à l'intérieur. Pendant si longtemps, j'avais minimisé les dégâts, pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas si grave, que je faisais la bonne chose en restant en contact. Mais tout ce que j'avais fait, c'était laisser la porte de derrière ouverte pour que le poison s'infiltre. Je ne protégeais pas mon fils. J'essayais de garder ma mère heureuse. Et j'avais échoué avec les deux. J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Pas vraiment de l'insomnie, mais cette sorte de sensation agitée et vide qui me faisait fixer le plafond pendant des heures alors que Émilie dormait à côté de moi. Certaines nuits, je me levais et je m'asseyais simplement sur le perron, enveloppé dans une couverture, une tasse de thé refroidissant entre mes mains. Je n'arrêtais pas de me demander quel genre d'homme j'étais, pas seulement en tant que père, mais en tant que fils. Étais-je cruel de couper les ponts avec elle ? Étais-je faible d'avoir attendu si longtemps ? Je me sentais comme une corde tirée dans des directions opposées. Loyauté contre responsabilité, culpabilité contre conviction. Le travail n'aidait pas. Je dirige une petite entreprise de rénovation, principalement des travaux locaux, des rénovations de maisons, de cuisine, ce genre de choses. Normalement, c'est mon échappatoire. Mes mains savent ce qu'elles font, même quand mon cerveau est embrouillé. Mais dernièrement, même ce rythme n'y était plus. J'oubliais des matériaux, je confondais les délais. Mon équipe, dont la plupart sont des amis de longue date, l'a remarqué. L'un d'eux, Renaud, m'a pris à part un après-midi alors que nous posions du carrelage et a dit « Eh, mec. Quoi que ce soit qui te ronge, ça se voit. Ça va ?» J'ai failli mentir. J'ai failli dire que j'étais juste fatigué,
mais à la place, je lui ai raconté. Pas tout, mais suffisamment. Il n'a pas dit grand-chose, a juste hoché la tête. Il m'a laissé parler. Quand j'ai eu fini, il a dit, tu sais, nous passons toute notre vie à penser que les parents sont des géants, comme s'ils étaient sculptés dans la pierre. Mais parfois, ce ne sont que des gens. Des gens qui font des erreurs. Et nous devons décider si nous voulons que leur désordre déteigne sur nos propres vies. Ça m'est resté en tête. C'est une semaine plus tard que j'ai touché le fond. Je suis rentré tard d'un chantier où la cliente s'était montrée particulièrement exigeante concernant le dépassement de budget, le retard sur le planning, et elle demandait si nous pouvions repeindre tout le sous-sol à nouveau parce qu'elle avait changé d'avis sur l'ambiance. J'ai passé la porte d'entrée et j'ai trouvé Arthur en larmes dans les escaliers, serrant un petit dessin qu'il avait fait pour l'école. Il était froissé. J'ai demandé ce qui s'était passé. Apparemment, un de ses camarades de classe avait parlé de ses grands-parents qui leur rendaient visite, qui envoyaient des cadeaux, qui venaient aux événements de l'école. Arthur avait dit, « Ma grand-mère ne me voit plus. » Et un autre enfant a dit, « Peut-être que tu as été méchant. » Les enfants peuvent être cruels sans le savoir. Mais tout de même, ça l'a anéanti. Et quand je me suis agenouillé pour le serrer dans mes bras, je l'ai ressenti. Cette vague écrasante de honte parce que, peu importe à quel point mes choix étaient justifiés, les retombées lui étaient tombées dessus. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai complètement craqué devant Émilie. Pas de simples larmes, des sanglots, le genre où tout votre corps tremble. Et j'ai dit les mots que je ne voulais pas admettre. J'ai l'impression que je suis en train de le détruire. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, m'a tenu la main et a dit quelque chose qui résonne encore au plus profond de moi. Tu es en train de le sauver. Et ce fut le tournant. Je me suis réveillé le lendemain avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas encore la paix, mais un sens de l'orientation. J'ai commencé doucement. J'ai pris quelques jours de congé et j'ai planifié tout un week-end autour d'Arthur. Aucune distraction, juste du temps père-fils. Nous avons construit un nichoir, sommes allés à la salle d'arcade locale, avons mis la pagaille en préparant des biscuits, et sommes restés éveillés pour regarder des films de l'homme araignée jusqu'à ce qu'il s'endorme au milieu du deuxième. Et dans ces moments-là, quelque chose a commencé à guérir, pas seulement en lui, mais en moi. Après cela, j'ai pris une décision. Si je voulais vraiment le protéger et construire la vie que je voulais sans l'ombre de ma mère, je devais arrêter d'attendre qu'elle change. Je devais arrêter d'espérer une conclusion. Je devais la créer moi-même. J'ai commencé une thérapie. J'ai eu l'impression d'admettre ma défaite au début, mais c'est rapidement devenu l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Parler à quelqu'un qui ne connaissait pas ma mère, qui n'était pas émotionnellement empêtré dans cette toile, qui pouvait nommer les schémas pour ce qu'ils étaient, manipulation, emprise, manipulation psychologique. Cela m'a donné les mots, et avec les mots est venu le pouvoir. J'ai commencé à démêler des années de culpabilité et d'autoflagellation. J'ai commencé à reconnaître les façons dont je m'étais plié en quatre pour gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel. Et le plus important, j'ai commencé à me voir non pas comme un fils raté, mais comme un bon père. Émilie m'a rejoint pour quelques séances, pas parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce que nous en avions besoin. Elle a raconté au thérapeute des choses que j'ignorais qu'elle portait, à quel point c'était dur de me regarder laisser ma mère masticoter, à quel point elle se sentait impuissante en essayant de nous protéger, Arthur et moi. Elle a pleuré une fois, non de douleur, mais de soulagement. Le soulagement que je trace enfin la limite. Sur le plan professionnel, les choses ont commencé à changer aussi. Renaud, le gars qui m'avait fait ce discours sur le chantier, m'a surpris un jour avec une proposition. Il voulait investir dans l'entreprise, disant qu'il croyait en ce que nous construisions, mais plus que ça, il croyait en moi. Avec son soutien, nous avons étendu nos opérations, pris de plus gros chantiers, embauché une responsable administrative pour que je puisse moins me concentrer sur la poursuite des factures, et plus sur le travail que j'aimais. L'entreprise a grandi lentement, régulièrement, et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de survivre. Nous avons même signé un contrat pour rénover l'ancien centre communautaire de la ville. Un projet d'héritage, comme il l'appelait. J'étais fier, non seulement pour moi, mais pour la version d'Arthur qui passerait un jour devant ce bâtiment et dirait « Mon père a travaillé là-dessus ». À la maison, les choses se sont stabilisées. Arthur a repris le dessus. Les enfants sont résilients.
Il demandait encore des nouvelles de sa grand-mère parfois, mais les questions devenaient plus douces, moins confuses. Nous avons répondu honnêtement, d'une manière adaptée à son âge. Nous lui avons dit que certaines personnes blessent les autres sans le vouloir et qu'il est normal de prendre ses distances avec les personnes qui ne nous traitent pas avec gentillesse. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que nous ne le pensions. Mais même alors que notre vie commençait à se reconstruire, je savais que ce n'était pas fini, car ma mère n'avait pas lâché prise. Et bien que j'ai trouvé la clarté, la guérison et une force nouvelle en moi-même, je sentais que quelque chose approchait, un ultime assaut, un acte désespéré. Et j'avais raison. Dans les semaines qui ont suivi la lettre, quelque chose s'est endurci en moi. Pas d'une manière amère. Je ne sombrais pas dans la haine, mais avec une sorte de détermination concentrée que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais protégé mon fils. J'étais resté ferme aux côtés de ma femme. Et maintenant je reconstruisais, lentement, oui, mais intentionnellement. Et cela m'a donné quelque chose que ma mère n'avait jamais anticipé, un moyen de pression. Parce que même si elle pensait m'avoir à l'usure, ce qu'elle avait vraiment fait, c'était me donner de la clarté. Je ne savais pas ce qu'elle ferait ensuite, mais je savais que quelque chose se préparait. Son silence n'était pas un silence, c'était un complot. Ma mère n'était pas du genre à battre en retraite. Elle était du genre à recharger son arme. Alors, j'ai commencé à faire attention. Le premier indice est venu de ma tante Martine encore. Elle était restée silencieuse pendant quelques semaines après notre dernière conversation, mais j'ai reçu un message de sa part un dimanche après-midi, juste un texto avec une capture d'écran. Ma mère avait publié un long statut public sur Facebook, débordant d'une fausse inquiétude, disant que certains enfants sont si ingrats qu'ils empêchent leur propre enfant de connaître la chaleur de l'amour d'une grand-mère. Et que cela lui brisait le cœur de voir que les mensonges et l'amertume pouvaient détruire une famille. Il y avait des centaines de mentions j'aime et des dizaines de commentaires. Des gens de mon enfance dont je me souvenais à peine intervenaient avec des phrases comme « Je suis tellement désolé que tu traverses ça » et « Les enfants de nos jours n'ont aucun respect ». Quelques noms que j'ai reconnus du côté de la famille d'Émilie aussi. Des gens de l'église, d'anciens collègues, des cousins éloignés. Certains d'entre eux l'avaient partagé. J'ai fixé cette publication pendant un long moment, pas parce que j'étais surpris, mais parce qu'elle confirmait ce que j'avais soupçonné. Elle préparait le terrain. Elle se faisait passer pour la victime. Pas pour moi, mais pour tous les autres. Et une fois qu'elle aurait assez de sympathie, elle agirait. Émilie a vu la publication aussi. Elle m'a regardé et a dit, elle devient désespérée. J'ai hoché la tête, ce qui signifie qu'elle va devenir négligente. Alors, j'ai commencé à tout documenter. Chaque texto, chaque message vocal, chaque publication Facebook, capture d'écran par capture d'écran, chaque courriel. Oui, elle a commencé à envoyer des courriels à l'école élémentaire d'Arthur, se faisant à nouveau passer pour moi, essayant de confirmer des rendez-vous et des accès. J'ai tout imprimé. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur et un dossier de sauvegarde sur un disque dur externe. Émilie, étant plus intelligente que moi dans ce domaine, a créé un dossier cloud sécurisé et a ajouté des horodatages, des noms de fichiers, et même des métadonnées. Elle a dit, si cela prend de l'ampleur, nous devons consigner chaque étape par écrit. Et puis j'ai appelé une avocate en droit de la famille, pas pour la poursuivre en justice, pas encore, mais pour poser des questions afin de comprendre nos droits en tant que parents, de déterminer quelle protection existait légalement. De m'assurer qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'école ou tenter un contact par le biais de tiers. L'avocate, une femme nommée Sylvie, a écouté attentivement. Elle n'a pas jugé. En fait, elle semblait curieusement peu surprise. Quand j'ai fini d'expliquer, elle a dit, « Vous n'êtes pas le premier client à avoir affaire à un parent comme ça. » Ça m'a fait un peu mal. Elle m'a expliqué que bien que les droits des grands-parents existent en France, l'intérêt supérieur de l'enfant prime et les droits parentaux l'emportent sans une procédure devant le juge aux affaires familiales ou une preuve de situation grave, ce qui n'était pas le cas ici. Elle essaie de vous culpabiliser pour vous soumettre, a dit Sylvie. Ne la laissez pas s'approprier le récit de l'histoire. Je suis sorti de ce bureau avec deux choses. Une lettre notariée révoquant le consentement pour que ma mère vienne chercher Arthur à l'école en toutes circonstances, et une liste de mesures que nous pourrions prendre si elle allait plus loin, y compris une mise en demeure ou même une ordonnance de protection. C'était étrange de préparer des défenses légales contre ma propre mère. Mais quand le comportement de quelqu'un met en danger la tranquillité d'esprit de votre enfant,
la biologie devient hors de propos. Et maintenant que j'étais armé de faits, de soutien et de documentation, je ne me sentais plus piégé. Je me sentais aux commandes. La deuxième partie de mon plan est venue d'un endroit moins attendu. Mon cousin Luc, celui qui avait été témoin du commentaire lors de l'anniversaire, a repris contact. Nous nous sommes retrouvés pour un café. Il semblait mal à l'aise au début, mais ensuite il s'est penché en avant et a dit « Écoute, elle a passé des appels pour poser des questions sur toi, disant des choses comme « Est-ce que tu sais si Guillaume a des difficultés financières ?» Ou a-t-il dit quoi que ce soit sur le fait qu'Émilie l'aurait quitté? Il s'est tu et m'a lancé un regard. Elle essaie de fomenter une histoire. Je pense qu'elle espère que si elle dit à suffisamment de gens que tu t'effondres, quelqu'un y croira. Je n'ai même pas scié. Merci de me prévenir. Elle m'a invité à dîner, a-t-il ajouté. Elle voulait parler de la façon dont la dynamique familiale est en train de changer. J'ai dit que j'étais occupé. Cela signifiait plus qu'il ne le pensait. Luc avait toujours été neutre, qu'il prenne parti, cela en disait long. Et puis l'opportunité s'est présentée. L'amie d'Émilie, Patricia. Oui, c'est vraiment son nom. Mais le bon genre de Patricia travaillait dans une organisation à but non lucratif qui organisait un dîner de gala annuel pour des remises de prix communautaires, mettant en lumière les entreprises locales qui avaient rendu service. Patricia nous a dit qu'il nommait mon entreprise de rénovation pour un reportage spécial. Tu as travaillé gratuitement sur 3 maisons cette année pour des familles dans le besoin. Elle a dit, ne fais pas comme si ce n'était pas important. Au début, j'étais réticent. Je ne suis pas du genre costume et discours. Mais Émilie m'a poussé. Laisse les gens te voir, a-t-elle dit. Laisse-la te voir réussir. Alors, j'ai accepté et puis j'ai eu une idée. Si ma mère voulait utiliser l'opinion publique comme arme contre moi, je la battrais à son propre jeu, non pas par des mensonges, mais par la transparence. Je n'ai pas fait de discours ce soir-là, mais l'événement comportait un segment vidéo, un reportage de 5 minutes sur chaque entreprise présentée. Patricia m'a demandé si j'acceptais de parler de la raison pour laquelle j'avais créé l'entreprise et de notre mission. J'ai accepté, mais à une condition, je voulais écrire ma propre narration. Je suis resté éveillé tard pour travailler sur ce texte, et quand il a été diffusé au gala, voici ce que les gens ont entendu sur des images de mon équipe travaillant sur des maisons, riant avec des familles, martelant, peignant et mesurant dans la chaleur de l'été. Je m'appelle Guillaume et j'ai créé cette entreprise avec 2 choses en tête. La dignité et l'héritage. Je n'ai pas grandi dans une maison où la gentillesse venait facilement. J'ai passé beaucoup de temps à croire que l'amour devait se mériter par l'obéissance. Mais quand je suis devenu père, j'ai réalisé quel genre d'homme je voulais que mon fils voie. Pas quelqu'un qui a peur de la confrontation, mais quelqu'un qui défend la paix, le respect, le fait de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte. Cette entreprise. Ce n'est pas seulement des cloisons sèches et des clous. C'est reconstruire des maisons de la même façon que j'apprends à me reconstruire, brique par brique, avec un but. La salle est devenue silencieuse. Les gens se sont levés. Émilie m'a serré la main. Et quelque part, je savais que ma mère l'avait vu. Que ce soit à travers les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre ou par l'intermédiaire de l'une des personnes qu'elle essayait de monter contre moi, cela lui reviendrait. Elle entendrait ma voix. Elle m'entendrait me réapproprier l'histoire qu'elle essayait de détruire. Et elle réaliserait qu'elle était en train de perdre. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Parce que ce qu'elle a fait ensuite était pire que tout ce à quoi je m'attendais. Et cela m'a donné la dernière raison dont j'avais besoin pour riposter calmement, légalement, et de manière définitive. C'était un jeudi après-midi quand j'ai reçu le courriel qui a confirmé tout ce que j'avais soupçonné et m'a poussé au-delà du point de non-retour final. L'administratrice de l'école élémentaire d'Arthur m'a contacté, demandant poliment une réunion pour examiner un problème urgent. Émilie et moi nous sommes présentés ensemble. On nous a conduits dans un petit bureau et on nous a remis une copie d'un courriel imprimé. C'était de ma mère. Elle avait créé une fausse adresse de messagerie, quelque chose comme concerne-bagr245@gmail.com, et avait envoyé un courriel directement à la direction de l'école. Le message était long, dégoulinant de tournures passives-agressives, mais l'accusation centrale était claire. Elle prétendait qu'Émilie et moi négligions Arthur sur le plan affectif, que nous l'avions isolé de tous les membres de la famille, et qu'il était devenu renfermé, triste et craintif. Elle suggérait une évaluation des services sociaux à domicile.
Elle a même proposé de prendre la garde temporaire si nécessaire. Mon estomac s'est noué. Mon pouls non. Je suis resté calme. Je m'étais préparé à cela. L'administratrice avait l'air mal à l'aise. Nous sommes obligés de faire un suivi sur des préoccupations comme celle-ci, a-t-elle dit. Mais nous n'avons rien vu pour l'étayer. Arthur s'épanouit ici. Il est brillant, poli, impliqué. Nous ne voulons pas faire intrusion, mais vous devez savoir que quelqu'un essaie de faire escalader la situation. Émilie tremblait, pas visiblement, mais je pouvais le sentir à travers sa main dans la mienne. J'ai remercié l'administratrice, j'ai promis de faire un suivi, et je suis parti avec un dossier rempli de courriels imprimés, y compris la fausse adresse et les en-têtes montrant son origine. Nous sommes rentrés à la maison, avons fait asseoir Arthur et lui avons gentiment rappelé que si jamais quelqu'un essayait de lui poser des questions sur notre maison ou le mettait mal à l'aise, il pouvait toujours venir nous voir. Il a hoché la tête. Il n'avait pas peur, pas vraiment, mais Émilie si. Moi aussi. Parce qu'il ne s'agissait plus d'une querelle de famille. C'était une campagne de dénigrement froide et organisée par quelqu'un qui avait perdu le contrôle et voulait le récupérer par tous les moyens possibles. Et il était temps que j'y mette un terme une fois pour toutes. J'ai recontacté Sylvie, notre avocate. Je lui ai donné les nouvelles preuves, le faux courriel, les notes de l'école, tout ce que j'avais rassemblé. Elle y a jeté un coup d'œil et a dit, il est temps. Elle a déposé une lettre de mise en demeure rédigée en bonne et due forme, livrée par courrier recommandé avec accusé de réception et enregistrée. Dans celle-ci, nous avons précisé que toute nouvelle tentative de nous contacter, de contacter notre fils ou des tiers par des moyens qui pourraient nuire à la réputation, à la stabilité ou au bien-être de notre famille entraînerait une ordonnance de protection et une plainte pour diffamation. Mais ce n'était pas tout. Vous vous souvenez du gala ? Quelques semaines après la diffusion de la vidéo, un journal local a publié un article à ce sujet. L'impact sur la communauté, les propriétaires d'entreprises qui rendent service, ce genre de choses. Ils ont cité ma narration de la vidéo. Quelques médias en ligne l'ont repris, et en plein milieu de cet élan, j'ai fait mon mouvement. J'ai écrit une lettre publique, pas sur Facebook, pas sur Instagram, sur LinkedIn. Je savais que c'était là que se trouvaient de nombreuses connaissances communes, des membres de la communauté et même d'anciens clients de ma mère. Elle avait été professeure de piano à domicile pendant des décennies, avait donné des cours à la moitié du quartier et avait une image publique immaculée. Dans le message, je ne l'ai pas nommée. Je n'ai même pas fait allusion à son identité. Mais j'ai raconté l'histoire. J'ai écrit sur la douleur de grandir sous la manipulation émotionnelle, sur le fait d'être victime de manipulation psychologique, culpabilisé et rabaissé. Sur le fait d'essayer de maintenir une relation avec un parent toxique et de réaliser finalement que vous ne devez pas aux gens l'accès à votre vie juste parce que vous partagez le même ADN. J'ai parlé de l'impact que cela avait eu sur mon mariage, ma confiance en moi, ma santé mentale, et comment le fait de devenir père m'avait forcé à affronter ce que j'avais accepté comme étant normal. J'ai terminé le message par ceci, la guérison ne consiste pas à faire semblant que les dégâts n'ont pas eu lieu. Il s'agit d'en protéger la prochaine génération. Mon fils ne connaîtra peut-être jamais toute l'histoire. Mais il saura ce qu'est la paix. Il connaîtra un amour sans condition. Et un jour, quand il sera grand, il repensera au choix que j'ai fait et verra un homme qui a brisé le cycle. La publication est devenue virale, pas du genre danse sur TikTok, mais d'une manière discrètement dévastatrice. Des commentaires ont afflué de la part de vieux amis, d'anciens élèves, de voisins qui avaient leurs propres histoires, et même de personnes que je ne connaissais pas, partageant comment ils avaient eux aussi coupé les ponts avec leur famille pour leur propre paix. Émilie a pleuré en lisant les commentaires. Moi aussi. Mais le coup de grâce est venu 2 jours plus tard. J'ai reçu un appel de l'une de ses plus anciennes amies, une professeure de musique à la retraite nommée Jeanne. Je pensais juste que tu devais savoir, a-t-elle dit à voix basse. Ta mère a appelé des gens pour essayer de se défendre. Elle dit que ton message parlait d'elle, qu'elle est diffamée. J'ai fait une pause. A-t-elle nié avoir écrit le courriel à l'école ? Jeanne a ri amèrement. Elle a tout nié, mais personne ne l'a cru. Elle panique. Elle n'aurait jamais pensé que tu parlerais. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, puis j'ai fermé les yeux. C'était fait. Elle avait toujours compté sur le silence. Sur la honte, sur le fait que je ne parlerais pas,
que je ne me défendrais pas parce que ce serait irrespectueux, ou trop dramatique, ou que ça n'en valait pas la peine. Mais j'avais trouvé ma voie, et plus important encore, les gens écoutaient. Elle a essayé encore une fois. Juste une dernière tentative. Une lettre par la poste, écrite à la main, sans adresse de retour, mais indéniablement d'elle. Ce n'était même pas des excuses. C'était une bombe de culpabilité remplie de phrases comme « Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils m'humilierait après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ». En bas, une ligne écrite d'une écriture tremblante, je suppose que c'est un adieu. Elle avait raison. Je n'ai pas répondu. J'ai classé la lettre avec les autres et j'ai envoyé une dernière mise à jour à Sylvie. Ensuite, je suis passé à autre chose. Arthur s'épanouit. Il vient de commencer le CM2. Il a construit une cabane dans les arbres avec moi pendant l'été. Il l'appelle le Fort de la Paix. La boutique en ligne d'Émilie de décoration intérieure personnalisée a explosé depuis l'exposition médiatique du gala. Et moi, je me réveille chaque matin sans ce poids familier dans la poitrine. Nous parlons encore d'elle parfois, mais de moins en moins. Arthur pose moins de questions. Je ne sais pas s'il se souvient pleinement de ce qu'elle a fait. J'espère que non. J'espère que ces souvenirs s'estomperont, remplacés par des souvenirs de sécurité et de chaleur. Mais moi, je m'en souviendrai, non pas par amertume, mais avec fierté, car j'ai fait la chose la plus difficile qu'un fils puisse faire. Je me suis interposé entre mon enfant et la douleur que j'avais connue, et je n'ai pas reculé. C'est mon héritage, et c'est ainsi que le cycle se termine. Je n'ai pas protégé sa réputation. J'ai protégé l'enfance de mon fils. Commentaire, cette histoire m'a profondément touché et j'espère qu'elle vous a parlé, à vous aussi. Je crois sincèrement qu'apprendre à poser des limites claires est l'un des plus grands actes d'amour que l'on puisse faire pour soi-même et pour sa famille. Protéger sa paix intérieure et celle de ses proches n'est jamais égoïste, c'est une responsabilité importante. Nous méritons tous d'être traités avec respect, et il est parfois nécessaire de s'éloigner pour préserver ce respect. La guérison commence vraiment le jour où l'on arrête d'accepter ce qui nous fait du mal. Choisir la sérénité demande du courage, mais c'est souvent le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Soyez doux avec vous-même et n'hésitez pas à prioriser votre bien-être et celui de vos enfants. Prenez le temps de regarder autour de vous, quelles relations vous nourrissent et lesquelles vous épuisent. Chaque pas vers la paix est précieux et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.